Parmi les nombreux médecins, excusez-moi, qui sont venus enrichir le rang des écrivains russes, Mikhail Bulgakov est un des plus connus. Anne l'a évoqué tout à l'heure. Alexei Varlamov lui a consacré une imposante biographie parue chez Louison Éditions, qu'il nous présente avec sa traductrice Marie Starinkiewicz. Alexei Varlamov est auteur de nombreux romans, nouvelles, études littéraires et biographies. Enseignant à l'université, il est chercheur en histoire de la littérature russe du XXe siècle et en 2016, il est devenu recteur de l'Institut de littérature Maxime Gorky. Il est également le rédacteur en chef de la revue Études littéraires. 2 de ses romans ont été traduits en France, Alexandre ou la vie éclatée aux éditions du Rocher et L'Esprit du loup chez Louison. Avec la traduction de cette biographie, nous assistons au début très prometteur d'une jeune traductrice que nous connaissons bien parce qu'elle a travaillé un temps avec nous aux Journées de livres russes, Marie Starinkiewicz, agrégée de russe et enseignante. À vous, Marie. Bonsoir. Здравствуйте, Alexei Nikolaevitch. Здравствуйте, Marie. Alors, tout d'abord, je suis très émue, même si j'aurais préféré rencontrer Alexei Varlamov de visu à la mairie du 5e, où effectivement, qui est un lieu que je connais bien pour ces journées du livre russe. C'est une certaine expérience que de traduire une biographie riche, longue, détaillée d'un auteur. Et moi, j'ai l'impression d'avoir passé finalement plusieurs années, tout à la fois en compagnie de Bulgakov, de sa vie dont vous allez découvrir qu'elle fut très mouvementée, mais aussi d'Alexei Varlamov, puisque c'est à travers, bien sûr, son regard et le choix de ce qu'il avait souhaité présenter, voilà, son propos d'auteur, que je me suis plongée pendant ces 2 années dans la vie de Bulgakov. Voilà, donc bonsoir et merci. Je vais commencer par une question très simple. Donc Alexei Varlamov, vous êtes l'auteur de plusieurs biographies, également, comme l'a dit Christine, de plusieurs romans, de très nombreuses nouvelles. Et donc vous avez écrit pour la collection assez légendaire La vie des hommes remarquables, Жизнь замечательных людей. Vous avez écrit une biographie d'Andrei Platonov, d'Alexandre Grine, d'Alexei Tolstoï, de Prishvin, de Bulgakov. Alors pourquoi Bulgakov? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser précisément à lui? Est-ce que vous étiez mu par le désir de transformer le regard qui était porté sur lui? Voilà, pourquoi? Est-ce que vous vouliez aussi peut-être rétablir une sorte de vérité sur sa personne, son histoire? Pourquoi lui? Да, здравствуйте, Мария, я тоже Oui. очень рад увидеть. Bonjour Marie, je suis très content également de vous voir maintenant avec mes propres yeux parce qu'avant on ne se connaissait que par correspondance. Je vous remercie beaucoup pour votre travail, pour avoir traduit mon livre. Pour moi, c'est quelque chose de très cher. Et alors, en ce qui concerne votre question, j'ai peur de vous décevoir un petit peu parce qu'il n'y a pas de métaphysique, il n'y a pas de philosophie. Quand on travaille dans cette série, La vie des gens remarquables, alors on a des relations assez concrètes avec l'éditeur et on trouve ensemble une personne qui est intéressante en même temps pour moi et pour la maison d'édition. Et pour moi, donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai écrit quelques biographies, Prishvin, Grine, Tolstoï. Et dans la maison d'édition, on m'a dit on aime bien votre manière d'écrire et maintenant on est prêt à vous proposer Bulgakov. C'est une personnalité très importante, très intéressante. Nous avons beaucoup de gens qui voudraient le faire, mais nous, on veut que ce soyez vous qui écrirez ce livre. Moi, ça m'a
paru compliqué du point de vue que beaucoup de choses ont déjà été écrites sur Bulgakov, beaucoup d'essais, beaucoup d'études. Il y a aussi plusieurs opinions sur Bulgakov. Chacun a ce propre Bulgakov. Et quand on écrit ce livre, on se retrouve face au fait que les lecteurs ont déjà une certaine image de cet écrivain, de cette personne, et alors on doit convaincre le lecteur, on doit prouver que ton livre, il change de perspective, peut-être il apporte quelque chose de nouveau au lecteur. Et j'ai écouté la discussion précédente, la table ronde, et la question donc du dialogue avec le lecteur. Moi, quand j'écris mes romans, quand j'écris ma prose, je n'ai pas de dialogue avec le lecteur. Pour moi, il est important ce que moi je veux dire. Mais quand j'écris la biographie, alors je pense au lecteur et pour moi, c'est important. Et c'était le cas de Bulgakov, parce qu'il y a cette dramaturgie intéressante dans la personnalité, dans la vie de cette personne. Il vient d'une famille religieuse. Donc, ses aïeux étaient des prêtres. Lui, il n'est pas devenu prêtre. Et de plus, il s'est écarté de cela, de la religion, et il a écrit le roman Maître et Marguerite, qui suscite beaucoup de discussions, y compris dans les cercles religieux. Quelqu'un croit que c'est un roman diabolique, qu'il parle du diable. Et pour moi, c'était important, justement, de mener le dialogue avec ces gens-là. Pour moi, c'était très important et très intéressant. Merci. Effectivement, c'est quelque chose qu'on sent beaucoup à la lecture de votre biographie. Vous nous faites entrer en fait dans toute une polyphonie de discours, de textes, de voix qui ont parlé de Bulgakov. On sent que vous laissez une place au lecteur et peut-être aussi que vous voulez transformer un peu sa vision. Vous venez d'évoquer donc le rapport de Bulgakov à l'Église. Et c'est un sujet qui peut d'ailleurs être assez étonnant pour nous en France, pays où la laïcité est une valeur très importante, et où le religieux finalement occupe rarement, me semble-t-il, une place centrale dans l'appréciation d'une œuvre littéraire aujourd'hui. Et effectivement, j'ai vraiment eu l'impression de sentir dans votre approche du Maître et Marguerite, de cette réécriture de l'Évangile qui est séditieuse, on sent une réponse, on sent que vous intégrez à votre travail les voix des autres, le regard en fait de critique, du lecteur, de nombreuses personnes, et que vous voulez leur répondre. Et on a l'impression que ce sujet, le rapport de Bulgakov qui venait d'une famille très croyante, d'une famille de prêtres à l'Église, on a l'impression que ce sujet fait toujours polémique. Est-ce que cette impression est juste? Ну, это действительно фигура Булгакова, она такая... Cette personnalité de Bulgakov, elle est véritablement très sacrale pour la littérature russe. C'est un écrivain qui est infiniment aimé en Russie, avec toutes les générations qui arrivent. Sa prose, ses pièces jouissent d'un grand amour. Nous voyons tous ces films, toutes ces mises en scène dont bénéficient ses œuvres, toutes ces études littéraires. Et effectivement, il est très important pour la société russe. Je suis très content que ce livre soit traduit en plusieurs langues. Et le fait que Bulgakov soit aussi populaire à l'étranger, pour moi, c'est très important. Et ce que moi, je voudrais dire de Bulgakov, ce qui m'étonne, moi, dans sa personnalité, je ne mène pas seulement le dialogue avec le lecteur quand j'écris mes biographies, mais aussi avec mes personnages, les héros des livres. Pour moi, il ne s'agit pas seulement de la métaphore,
je sens en écrivant à quel point mes personnages m'aident ou au contraire essaient de m'empêcher. Est-ce qu'ils aiment ce que j'écris ou est-ce qu'ils n'aiment pas ce que j'écris? Et moi, il me semble que Bulgakov était quelqu'un qui était très mécontent de sa vie, extrêmement mécontent de son destin, qui a vécu sa vie pas du tout de la façon dont il aurait voulu. Et je crois qu'il n'aurait pas été étonné par le fait qu'on parle beaucoup de lui, qu'on le traduise beaucoup. Il n'avait jamais douté de son talent, de son don, mais de son vivant, tout cela était presque totalement ignoré. Et toute cette gloire, il l'a eu après la mort. Et je crois qu'il a pressenti cette gloire. Il savait qu'il allait venir. Et c'était quelque chose qui était insupportable pour lui, qui l'offensait parce que lui, il la voulait ici et maintenant, de son vivant. Il voulait embrasser cet énorme continent de cette gloire post-mortem. Il voudrait le changer contre quelques morceaux de gloire de son vivant. Il en bénéficiait un peu, mais quand même, ses œuvres essentielles de son vivant n'avaient pas été très célèbres. Et c'est ça qui le rendait amer. Et pour moi, la vie de Bulgakov, c'est une tragédie antique. C'est un duel du héros et de son destin quand le héros perd face à son destin. Bulgakov a perdu de son vivant. Il n'a pas pu obtenir ce qu'il voulait. Il voulait obtenir l'attention du lecteur contemporain, du spectateur contemporain. Mais dans ces années 30, presque personne ne le connaissait. Bien sûr, je voudrais dire que la personnalité de Molière était très chère pour Bulgakov, comme on est ici, comme on parle en français. Il faut mentionner qu'il avait écrit une biographie de Molière, et cet triste destin de ce sujet de Molière, c'est que c'est Molière qui lui a apporté le malheur. Mais peut-être si ce n'était pas pour Molière, Bulgakov n'aurait pas écrit Maître et Marguerite. Merci. J'allais vous poser cette question effectivement sur le lien de Bulgakov avec la France. Vous décrivez précisément comment il aborde cette biographie de Molière, qui d'ailleurs devait paraître dans cette même édition, Gézéal, La vie des hommes remarquables. Et on sent bien que Bulgakov projette sa propre situation de dramaturge à qui on ne laisse pas sa place dans son pays sur Molière. On sent un lien très émouvant se tisser entre Bulgakov et Molière, à qui il s'adresse à travers les siècles qui les séparent. Alors, il y a vraiment différents aspects dans votre biographie de Bulgakov, et il y en a un qui m'a particulièrement intéressée, que j'ai trouvé passionnant à la lecture, un aspect génétique en quelque sorte, où vraiment on va vers la genèse des œuvres, on s'intéresse bien sûr au contexte d'écriture, mais aussi vous avez cette démarche de mettre en regard les événements vécus par Bulgakov, les textes qui étaient contemporains, écrits par d'autres personnes, et le texte littéraire des œuvres de Bulgakov. Et c'est particulièrement touchant et intéressant. Pour le lecteur, on a l'impression d'être au plus près de la jeunesse d'une œuvre, et on a l'impression de prendre la mesure de ce que de ce que peut être un développement romanesque. J'ai envie de citer un exemple, pour moi très très symbolique. Vous citez le témoignage de Tatiana, sa première femme, sur ce qui s'est passé à Kiev au moment de la Révolution après la Révolution, l'entrée, la guerre civile, l'entrée des troupes de Petlura à Kiev et la retraite des Junkers qui, eux, voulaient défendre Kiev. Et on a un bref témoignage de Tatiana, très court, assez elliptique. Et ensuite, vous citez Paustovski.
le fil d'or. Un passage où on voit l'arrachage des épaulettes, qui est symbolique du renoncement au combat, et qui, pour Paustovski, est une sorte de soulagement. Enfin, pour le narrateur du fil d'or, c'est une sorte de soulagement très clair. Et vous citez aussi la garde blanche, où ce même épisode, l'arrachage des épaulettes, prend une tension dramatique assez inouïe. Avec ce passage, il se produisit alors quelque chose de monstrueux. Donc en russe, et tout произошло чудовищное. Qu'est-ce qui fait que Bulgakov parvient à tirer de ce moment-là, qui inspire à Tatiana un propos très rapide, qui inspire à Paustovski un texte fort, mais beaucoup moins intense. Qu'est-ce qui fait que Bulgakov en fait vraiment quelque chose de dramaturgique? Je voudrais dire en général que j'aime beaucoup le roman La Garde Blanche, des 3 romans de Bulgakov, Maître et Marguerite, le roman de théâtre et La Garde Blanche. La Garde Blanche était son tout premier roman, qu'il aimait beaucoup lui-même. Et pour moi, c'est étonnant. Maître et Marguerite, c'est un livre triste, avec tout son humour, c'est un livre très pessimiste. C'est vraiment un livre sur la mort, sur la fin. Tandis que La Garde Blanche, c'est le roman de la lumière, c'est le roman où l'amour et la bonté l'emportent. C'est un roman très chrétien qui est écrit dans une période tragique de la vie de Bulgakov et qui est consacré à une période tragique de l'histoire russe qui malheureusement cela continue toujours. L'écho de la Garde Blanche atteint les événements de l'Ukraine aujourd'hui, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, et donc c'est un roman très actuel pour nous. Et ce sont les sensations de Bulgakov en tant qu'intelligent représentant d'intelligentsia russe qui se trouve au milieu d'une guerre civile, au milieu d'une guerre nationaliste entre les nationalistes ukrainiens et les protecteurs, les défenseurs russes de Kiev. C'est sa perception de ce sujet, sa perception du mouvement blanc en général. Il est très curieuse. Pourquoi ce roman a été publié dans l'URSS? Pourquoi la pièce Les Jours des Turbines, cette pièce avec un pathos de la Garde Blanche, on peut dire c'était une pièce de contre-révolution où on montrait des officiers blancs comme des gens très gentils, très sympathiques. Pourquoi Staline a autorisé cette pièce? Pourquoi elle était venue au théâtre plusieurs fois pour la regarder? Beaucoup de questions, beaucoup de détails intéressants. Et c'est l'histoire d'une réussite de Bulgakov. Je vous avais dit qu'il n'était pas content de son destin, que tout dans sa vie est arrivé après sa mort, si on peut le dire, à l'exception de cette pièce, Les Jours des Turbines, c'est-à-dire la mise en scène, la réécriture dramatique du roman Garde Blanche, qui, de son vivant, était déjà quelque chose de très réussi. Et donc, justement, je voulais m'arrêter sur ce sujet quand il a pu réussir, quand il a pu avoir ce succès ici et maintenant. Et l'un des motifs essentiels de cette pièce, c'est le motif de l'honneur. Pour Bulgakov, cet honneur de défenseur ordinaire de la ville de Kiev et aussi la traîtrise de leurs supérieurs de la Garde Blanche, des généraux blancs. C'est aussi une des versions pourquoi ce sont les rouges et pas les blancs qui ont emporté. Bulgakov n'aimait pas les rouges, c'était aussi son drame. Par sa psychologie, par ses regards, il était plus près du mouvement blanc. Mais avec amertume, il a dû reconnaître que les officiers blancs, que le mouvement blanc a été moralement inférieur.
et que ce mouvement blanc a perdu du sens moral. Il a été contraint à poser ce diagnostic en tant que médecin au mouvement blanc que ce n'était pas un mouvement qui pouvait survivre. Et cette pièce est venue aussi à Paris. Elle a été mise en scène à Paris en présence justement des spectateurs, des officiers blancs. Ce roman a été lu ici, en France. Et l'immigration blanche, elle n'a presque rien dit sur ce roman, à rare exception. Et ça m'a aussi étonné le fait qu'on ne voulut pas mener ces dialogues avec Bulgakov, qu'on ne voulut pas reconnaître que sur ce point-là, il avait raison. À Bulgakov, si on lui avait demandé où il voulait vivre, en Russie ou ailleurs, il aurait choisi l'immigration. Mais il s'est trouvé qu'il est resté dans l'Union soviétique. Il avait rêvé d'aller en Europe, même pas pour très longtemps, mais il n'avait jamais pu. Mais si on essaie d'utiliser le conditionnel, qu'est-ce qui se passerait ici si Bulgakov se retrouvait à Paris dans les années 20 ou 30 ou 40, avec Bonin, avec Merezhkovsky, Guy Pius, Saldanov et les autres, avec Nabokov, quand il était en Europe. Est-ce qu'il aurait trouvé sa place ici ou non? Ou est-ce qu'il lui arriverait la même chose qu'à Marina Tsvetaeva, qui est revenue de l'immigration dans l'Union soviétique et qui a connu la fin tragique? Pour moi, tout cela, c'était important et c'était intéressant d'y réfléchir sur cette personnalité provoquant partout des conflits, où qu'elle se trouve. Cette personnalité qui était très mécontente de sa situation et qui peut-être justement, à cause de cela, écrivait des romans, des textes tellement talentueux. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a vécu une vie très courte. La question de la posture de Bulgakov, son rapport au pouvoir, qui est une question assez connue en France. Comme vous le dites, il avait des opinions plutôt monarchistes, tout en ayant été très déçu par le comportement par le déroulé des événements, disons, liés à la Garde blanche. Est-ce que... Non, je vais poser ma question autrement, excusez-moi. Il était... il a eu un rapport au pouvoir assez complexe, avec d'un côté une franchise absolue, puisqu'il dit lui-même à l'OGPU, quand il y a une perquisition chez lui en 1926, il dit lui-même qu'il a toujours eu des convictions monarchistes et qu'il regardait avec effroi et dégoût l'armée blanche battre en retraite. Donc il a cette franchise, il a aussi un sentiment d'appartenance à son pays et à l'intelligentsia dont il fait partie. Et en même temps, vous décrivez très très bien comment peu à peu, après sa lettre au gouvernement soviétique et l'appel de Staline, il se crée pour lui un rapport assez surprenant envers Staline et qui aboutira à l'écriture de cette pièce étonnante, Batum. Et vous écrivez qu'à partir des années 30 et du moment où Bulgakov commence à être brisé par son destin d'écrivain, vous écrivez toute la suite de sa vie, non pas sa création, mais sa ligne de conduite, fut une lente descente qui l'amena au bout du compte à Batum. Mais sans Batum, il n'y aurait pas eu non plus le Maître et Marguerite. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce que vous voulez dire? Sans Batum, sans ce que vous définissez comme une trahison envers lui-même, quelque chose qui allait à l'encontre de ce qu'il avait dit, écrit précédemment, il n'y aurait pas eu son grand roman Le Maître et Marguerite. Pourquoi? Да, с
спасибо за вопрос. Ну, Oui, merci pour cette question. Chronologiquement, d'abord, il a écrit le roman Maître et Marguerite et ensuite, il y avait la pièce Batoum. Alors maintenant, je suis en difficulté pour répondre à cette question de façon dont vous l'avez formulée. Mais je voudrais dire que Bulgakov avait une relation compliquée avec Staline. On peut revenir au thème que nous avons déjà touché, le thème de Molière, quand Bulgakov écrivait cette pièce sur Molière. Et justement, je voudrais bien savoir si ça a été traduit, cette biographie, en français, si la biographie de Molière qu'il avait écrite a été traduite en français et comment ils sont perçus. C'est vraiment intéressant parce que Bulgakov n'écrivait pas sur Molière, il écrivait sur lui-même. Et on peut dire que le fil conducteur de cette pièce, c'est le dramaturge et le roi, c'est l'artiste, le pouvoir. Et il y a une phrase dans cette pièce que les acteurs aiment un pouvoir fort et un pouvoir qui a de l'argent. Et je peux dire qu'il n'y avait pas d'amour entre Bulgakov et Staline, mais il y avait du respect parce que Bulgakov voyait en Staline une personnalité très forte, très puissante, qui l'intriguait et qui en même temps le protégeait. Bulgakov, c'était quelqu'un qui était très attentif. Il voyait bien combien de personnes autour de lui allaient en prison, combien de personnes périssaient. Son voisin d'immeuble était aussi Mandelstam, dont on connaît tous le destin tragique. Et Bulgakov, en comparaison de cela, vivait plutôt bien dans les années 30. Il n'avait pas connu les répressions, il était assez bien payé. Il avait travaillé d'abord dans le théâtre artistique de Moscou, dans d'autres théâtres aussi. Il n'était pas publié, mais il avait assez d'argent. Et il ne cessait pas de réfléchir sur Staline, sur cette personne qui dirige un énorme pays et devant qui ce pays est soumis. Et ce qui est important, c'est qu'il y avait un contact personnel entre les deux, une conversation qui a radicalement changé le destin de Bulgakov. C'est grâce à cette conversation que Bulgakov a reçu une sorte de protection de Kremlin, ce que Pasternak appelait, on peut dire, la lettre de protection. Et ce qui est aussi étonnant également, c'est que Bulgakov, il voulait les lecteurs contemporains. C'est Akhmatova qui pouvait passer à ses lecteurs futurs. Lui, il voulait ceux qui se trouvaient ici et maintenant. Et tout de même, il écrit un roman qui est impossible à présenter aux lecteurs contemporains. Il écrit dans les années 30 un roman sur Jésus-Christ, sur Judas. Donc, que faire avec ce roman? Où le porter? Et il avait l'idée de l'envoyer à Staline. Il ne l'a pas fait, mais il voulait le faire. Il avait cette idée fixe d'avoir une conversation avec Staline. Et justement, cette conversation téléphonique entre eux s'est soulevée par Bulgakov qui a dit à Staline qu'il fallait qu'ils se rencontrent. Staline a dit oui, d'accord, et il a raccroché. Et ensuite, Bulgakov a passé beaucoup de temps à écrire à Staline. Et peut-être que cette pièce est également une sorte de lettre à Staline. C'est une tentative de le rencontrer. Donc c'est une pièce qui était consacrée à la jeunesse de Staline et qui avait été écrite à l'occasion du jubilé de Staline. C'était une pièce théâtrale assez normale, mais on sait que Staline, après l'avoir lu, a dit avec son accent géorgien, ce n'était pas comme ça que cela s'est passé. Il n'aimait pas trop la façon dont Bulgakov l'a dépeint. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pièce a été beaucoup discutée en Russie. On en écrit beaucoup, on se pose beaucoup des questions. Pourquoi un auteur tellement indépendant
l'auteur de Maître et Marguerite, de la Garde Blanche, quelqu'un qui, lors des interrogatoires, répondait avec toute honnêteté qu'il avait toujours supporté le mouvement blanc. Pourquoi alors cette personne écrit une pièce sur Staline? Et d'ailleurs, soi-disant, Staline aurait dit, ayant lu Batum, que notre force est le fait d'avoir fait travailler pour nous les gens comme Bulgakov. Et si effectivement Staline avait prononcé cette phrase, alors c'est très blessant pour Bulgakov, parce que Bulgakov, justement, ne voulait pas de compromis. Il n'a pas écrit cette pièce parce qu'il voulait travailler pour Kremlin, qu'il voulait changer de position. C'était parce que effectivement, il s'intéressait en tant qu'artiste, il s'intéressait à Staline, il s'intéressait à cet homme fort et puissant qui dirigeait la Russie. Et ce n'est pas tellement Staline qui l'intéressait que le jeune Staline, le jeune homme. Bulgakov écrivait cette pièce quand il se sentait déjà très vieux et très fatigué. Il sentait qu'elle avait perdu son énergie et alors s'adresser à la personnalité d'une jeune personne qui a la vie devant soi, c'est aussi très compréhensible. Et ça nous prouve encore une fois qu'il n'y a eu aucune négociation politique de son côté. Il n'écrivait pas pour obtenir des avantages politiques, pas parce qu'il avait reconnu que le pouvoir soviétique avait raison. Il n'a jamais reconnu. Il n'a jamais reconnu les bolcheviks. Mais Staline, en tant que personnage, l'intéressait. Nous allons devoir nous arrêter, d'autant que nous avons 2 ou 3 questions. 2 pour la traductrice. Quand est-ce que la traduction doit paraître? Et d'autre part, est-ce que, Marie, tu as inséré des notes pour aider et orienter le lecteur français quand il y a des aspects un petit peu bizarres pour lui ou qu'il a du mal à comprendre? Donc, est-ce qu'il y a un appareil de notes important dans cette biographie qui elle-même est importante? Oui. Alors tout d'abord, la biographie est d'ores et déjà disponible à la librairie du Globe. Voilà, les premiers exemplaires, ils sont achetables dès à présent. Et elle sera diffusée dans toutes les bonnes librairies à partir du mois de mars. Je n'ai pas la date exacte. Je crois que c'est... Ah non, pardon, le 4 mars. 4 mars. Me dit Olga, merci. D'autre part, oui, bien sûr, il y a un appareil de notes et c'était d'ailleurs une grande partie du travail pour cette traduction, c'était de resituer toute la constellation de personnages et de discours que convoque Alexei Varlamov et de les présenter, évidemment, aux lecteurs français. Donc, bon, je vais essayer de vous montrer, non, je pense que ça va être difficile. Il y a déjà une mise en page qui permet de s'orienter, de distinguer très clairement ce qui est l'œuvre littéraire de Bulgakov et ce qui est le propos d'auteur de Varlamov et toutes les citations qui peuvent être faites. D'autre part, Alexei Varlamov cite énormément, et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'on est en prise avec cette époque, des rapports du parti, des analyses politiques du comité central, etc., avec beaucoup d'abréviations. Donc là, il y a un index en fait qui a été vraiment spécialement conçu pour l'édition française qui explique, développe ces abréviations. Et il y a, comme c'est souvent le cas dans ce type d'ouvrage, un index des noms et un index des œuvres. Donc il y a vraiment tout un appareil de notes avec des notes au fur et à mesure, au fil du texte, pour aider le lecteur à avoir une compréhension de la vie de Bulgakov et de cette époque. Voilà, rassurée, Marie. J'ai encore une question, alors là, qui s'adresse à l'auteur. Le biographe a-t-il approfondi ses connaissances médicales pour pouvoir traiter de ces aspects dans l'œuvre de Bulgakov? On a une traduction? Alexei?
Да, спасибо большое за вопрос. Очень, Oui, очень правильный. merci beaucoup pour cette question. Elle est très correcte, très judicieuse. À part le fait d'être médecin, ce qui est important, dans la biographie de Bulgakov, il y avait un moment très tragique quand il a commencé à se droguer. Ça s'est produit quand il était jeune. Il travaillait comme un médecin de village. Aujourd'hui, on dirait dans un hôpital donc de district. Cela se produit pendant la Première Guerre mondiale dans la région de Smolensk. Il a commencé à prendre de la morphine qu'il prenait pendant tout un an, presque tous les jours. Et justement, je suis allée consulter des médecins pour savoir ce qui arrivait au psyché, à l'esprit d'une personne avec cette prise de morphine. Comment pouvait-on vaincre cette addiction qui a duré pendant tout un an, ce qui était beaucoup, parce que les médecins me disaient que si la personne se drogue pendant un an, il est presque impossible de revenir à la vie normale. Bulgakov a su quand même vaincre cette maladie et les aspects de ce thème, comment il est devenu dépendant, comment il s'est soigné, qui l'a aidé. Bien sûr que ces questions-là, je m'en suis occupée. Il y a eu bien sûr des conséquences de cette addiction. Ça a frappé énormément son psyché, son organisme. Les conséquences ont duré jusqu'à sa mort et on peut dire que les gros maux de tête qu'il éprouvait et qu'éprouvait Ponti Pilate dans Maître et Marguerite. Vous savez que le roman commence par Ponti Pilate ayant mal à la tête. Et ce que Bulgakov éprouvait aussi, la peur de la solitude, la peur de l'obscurité, c'était ça. De la part de Régine Da Silva, combien de temps avez-vous travaillé sur cette biographie et de quelles archives, sources vous êtes-vous servi? Да, спасибо большое за вопрос. Ну, Oui, merci beaucoup pour cette question. J'ai écrit ce livre il y a un certain temps, mais je crois que je l'ai écrit pendant 2 ans. Et j'ai utilisé les archives qui sont accessibles à Moscou. C'est l'archive russe d'État de littérature et de l'art. C'est l'archive qui se trouve dans la Bibliothèque nationale Lénine. Et il y avait un moment très important pour cette biographie, c'est l'archive de Lubyanka, parce qu'on surveillait Bulgakov. Les services spéciaux le surveillaient, le GPU, le NKVD. Donc, c'était des agents spéciaux qui le filaient. Je n'ai pas réussi donc à consulter les archives de Lubyanka. C'était plus facile dans les années 90. Mais il y a eu un livre qui a été publié dans les années 90 avec un petit tirage et qui était consacré au rapport des agents secrets du NKVD qui surveillaient Bulgakov. Et bien sûr, c'est un document biographique très important. Et ce qui est curieux, c'est que cette période, ces rapports embrassaient une période de 1925 au 1936. Et plus loin, à partir du 36 et jusqu'au 40, il n'y a plus de rapport. Et c'est très bizarre. C'est très étrange parce que je ne crois pas que la surveillance ait été arrêtée. Mais pour une certaine raison, Lubyanka a fait paraître certaines archives et a gardé les autres. Et il reste donc cette lacune. On pourrait peut-être élargir ce thème, mais dans ce cas-là, il faut retrouver de nouveaux documents des archives qui se trouvent, y compris dans les archives de FSB. Merci à tous les deux. Nous avons été très heureux de vous retrouver et je suis sûre que tout le monde va avoir très envie de se précipiter vers cette belle biographie qui est effectivement un monument qui était tellement utile et qui manquait. Marie, quelques mots encore ou Alexei et on se quitte. Si on avait le temps, j'aurais une dernière question pour Alexei. Mais alors une seconde, hein. Une seconde. La réponse aussi. Est-ce qu'en écrivant
cette biographie, vous avez plutôt fait œuvre d'historien ou d'écrivain avant tout? Un mot. Не, ну, конечно, это предполагает ответ и тем, и другим, но все-таки Bien больше... sûr, ça sous-entend la réponse les deux, mais pour moi, c'était plus un travail d'écrivain. C'était plus un roman sur Bulgakov, mais comme je vous ai dit, un roman avec ce thème antique du duel du héros contre son destin. Ce qui était le plus important, c'est de montrer cette dramaturgie du destin de Bulgakov. Et je voudrais encore une fois vous remercier et remercier la maison d'édition qui a fait paraître cette biographie. Voilà, et encore merci à la France, aux lecteurs français. Et je voudrais bien que ce livre ait le bon dessin ici. Pour les prochaines journées du livre russe. Merci à vous. До свидания. До свидания. Merci beaucoup et au revoir. Tout de suite, nous allons faire une nouvelle tentative pour retrouver le projet Ciné-Poésie, initié par le célèbre acteur Anatoly Bialy, qui a eu la gentillesse d'accepter de prendre part aux Journées du livre russe en prêtant sa voix à Yuri Jivago. Là, tout de suite, c'est un poème de Pasternak, La Terre, que l'on pourra écouter sur Facebook et YouTube, et peut-être ici, si la technique nous le permet. Et tout de suite après, nous avons une autre rencontre. Московские особняки. Врывается весна нахрапом, выпархивает моль за шкафом и ползает по летним шляпам и прячет шубы в сундуки. По деревянным антресолям стоят цветочные горшки с левкоем и желто-фиолем, и дышат комнаты привольем, и пахнут пылью чердаки. И улица за панибрата с оконницей подслеповатой, и белые ночи и закатом не разминутся у реки. И можно слышать в коридоре, что происходит на просторе, о чем в случайном разговоре с капелью говорит апрель. Он знает тысячи историй про человеческое горе, и по заборам стынут зори и тянут эту канитель. И та же смесь огня и жути на воле и в жилом уюте, и всюду воздух сам не свой, и тех же верб сквозные прутья, и тех же белых почек вздутия, и на окне, и на распутье, на улице и в мастерской. Зачем же плачет даль в тумане, и горько пахнет перегной? На то ведь и мое призвание, чтоб не скучали расстояния, чтобы за городскою гранью земле не тосковать одной. Для этого весною ранней со мною сходятся друзья, и наши вечера прощания, пирушки наши завещания, чтоб тайная струя страдания согрела холод бытия